Des pilotes d'élite réalisent des cascades extrêmes. 50 000 spectateurs ont assisté à certains des spectacles les plus époustouflants de l'aviation. Mais alors que des nuages orageux envahissaient de l'aérodrome, une démonstration tourne terriblement mal. En seulement 3 secondes, un avion s'écrase dans une zone bondée de spectateurs, devenant la catastrophe de meeting aérien la plus meurtrière de l'histoire de la Belgique. Alors que des spectateurs paniqués courent pour se mettre en sécurité, les secours peinent à gérer le nombre croissant de victimes. Au milieu du chaos, une question demeure. Comment un pilote aussi chevronné a-t-il pu perdre le contrôle aussi catastrophiquement ? Cet accident était-il inévitable ? Ou bien tout cela aurait-il pu être évité ? Le 26 juillet 1997, des milliers de spectateurs s'étaient rassemblés pour la journée d'ouverture de l'Austin Air Show. L'événement a attiré des équipes d'acrobatie aérienne du monde entier. Et pour les pilotes participants, c'était l'occasion de pousser leur machine à la limite et de se démarquer parmi les meilleurs. L'une des principales attractions était le capitaine Omar Bilal. Au cours des années précédant Austin, il avait remporté plusieurs compétitions avec les Royal Jordanian Falcons, contribuant à faire de l'équipe l'un des meilleurs groupes de démonstration. À seulement 28 ans, il était désormais le chef de l'équipe, et largement considéré comme l'un des pilotes les plus talentueux du circuit international d'acrobatie aérienne. Alors que le public attendait avec impatience une autre de ces démonstrations audacieuses, une tempête approchait d'Ostende. Les prévisionnistes ont averti que de forts vents arriveraient plus tard dans l'après-midi, justement au moment où Bilal devait participer au trophée Mission Impossible. En tant que dernier des 4 pilotes, le capitaine volerait dans les pires conditions météorologiques de la journée. Néanmoins, avec un ciel dégagé pour le moment, le spectacle aérien s'est poursuivi comme prévu. Tout au long de l'après-midi, les spectateurs ont eu droit à des démonstrations éblouissantes de certains des groupes de voltige les plus prestigieux. Mais alors que les équipes russes et turques traversaient le ciel au-dessus de l'aérodrome dans un grondement assourdissant, les premiers signes de l'orage approchant commencèrent à apparaître. Au début, ce n'était qu'une pluie légère et une brise régulière sifflant sur l'aérodrome. Quand le capitaine Bilal se prépara pour sa démonstration, les conditions s'étaient fortement détériorées. De sombres nuages avaient envahi Ostende, réduisant la visibilité et rendant plus difficile l'estimation des distances et de l'altitude. Le vent était si violent que ses rafales brisèrent les parapluies des spectateurs. Alors qu'une pluie battante s'abattait sur l'aérodrome, un nombre croissant de spectateurs abandonnaient pour les zones d'observation exposées pour chercher un abri. Beaucoup se sont dirigés vers une tente de premier secours de la Croix-Rouge, située à une courte distance derrière la ligne des spectateurs, où ils se sont regroupés en attendant la démonstration des Falcons. Une jeune famille s'abritait de la tempête pendant que leur fille de 4 ans était soignée pour une légère coupure. Malgré la dégradation du temps, le capitaine Bilal prend son envol et exécute immédiatement un enchaînement de figures ambitieux. Pendant plusieurs minutes, il guide son avion à travers une série de tonneaux agressifs et de loopings verticaux, suscitant les acclamations de la foule en bas. À chaque passage, son avion léger survole l'aérodrome à basse altitude, s'approchant dangereusement des spectateurs rassemblés le long de la barrière. Peu après, il se prépare pour le clou de sa démonstration. Bilal entre dans une vrille horizontale, faisant tourner l'avion 7 fois avant de redresser brusquement pour effectuer une boucle serrée. Au début, la manœuvre semble parfaite, mais lorsque le capitaine redescend, les spectateurs remarquent que quelque chose ne va pas. Son avion semble hésiter dans les airs avant de chuter rapidement vers le sol. Un instant, il semble prêt à reprendre le contrôle. À la dernière seconde, il parvient à redresser l'appareil à quelques mètres du sol. Mais il est trop tard. Son avion s'écrase sur le tarmac, juste derrière la zone principale des spectateurs. Il explose immédiatement à l'impact. Au lieu de s'arrêter là où il a touché le sol, le faible angle d'impact projette l'épave vers l'avant. Une boule de feu composée de carburant enflammé et de métal glisse sur le terrain d'aviation, s'écrasant directement sur la tente bondée de la Croix-Rouge. La collision a projeté plusieurs personnes dans les airs, y compris des familles qui recevaient les premiers soins à l'intérieur de la tente. D'autres ont été engloutis sous un tapis de flammes. Un vendeur de boissons gazeuses à proximité, Mick Lafavor, a regardé la scène se dérouler sous ses yeux, incrédule. Alors qu'il courait vers l'épave, il est tombé sur le corps d'une fillette de 4 ans allongée parmi les débris.
Quelques secondes après avoir recouvert son corps, une victime s'est traînée hors de la zone d'impact, suppliant désespérément qu'on l'aide. Il ne pouvait rien faire, et l'homme mourut peu après. Des scènes similaires se déroulaient tout autour de lui. Les survivants titubèrent dans la fumée, gravement brûlés, tandis que des parents qui se trouvaient dans l'attente cherchaient désespérément leurs enfants disparus. Parmi eux se trouvait une mère à la recherche de sa fille. Un bénévole de la Croix-Rouge a décrit plus tard la scène. Même si je savais que des collègues et des amis étaient morts, j'ai immédiatement changé d'état d'esprit. Plusieurs blessés sont venus demander de l'aide. Je devais rester concentré sur ma tâche. Je me souviens de la mère d'une petite fille de 4 ans qui est venue vers moi. Elle m'a dit que son mari était décédé et qu'elle cherchait sa petite fille. Je n'avais pas le droit à lui dire que sa fille était décédée. C'était incroyablement difficile. D'autres restaient figés, incapables de comprendre la situation. Avec des dizaines de victimes sur le terrain d'aviation, les secouristes se sont précipités vers le site du crash. Pendant qu'ils essayaient d'accéder au site, des milliers de spectateurs paniqués tentèrent de partir. La confusion a retardé l'arrivée des ambulances et a rendu presque impossible la mise en place d'une zone de triage temporaire. Au même moment, les pompiers présents sur l'aérodrome cherchaient déjà des survivants tout en luttant contre l'incendie. Ils ont sorti des personnes des décombres et les ont installées dans leur caserne, qui est devenue un centre de soins improvisé. Le bâtiment a rapidement été submergé par les victimes blessées. Plus de 60 personnes hurlèrent de douleur tandis que les pompiers tentaient de les secourir et d'apporter de l'eau pour soigner leurs brûlures. Heureusement, un médecin hors service est intervenu et a aidé à prioriser ceux qui avaient le plus besoin d'aide urgente pendant qu'ils attendaient les secouristes. À l'arrivée des ambulances, un autre problème est survenu. Alors que les autorités tentaient de coordonner les opérations de secours, les spectateurs essayaient de contacter leurs proches. L'afflux soudain d'appels téléphoniques a complètement saturé le réseau téléphonique de la région. Très vite, les secouristes se sont retrouvés dans l'incapacité de communiquer. Le ministre belge de l'Intérieur faisait partie de ceux qui tentaient de contrôler la situation. Il se souviendra plus tard. Nous étions dans une situation quasi médiévale. Nous devions écrire des notes et les faire porter par des policiers à moto. Je me souviens encore quand je suis arrivé à l'aéroport. Un père se tenait à l'entrée. Il m'a regardé et a dit « Il est mort, n'est-ce pas ? Mon fils est mort, mais vous ne voulez pas le dire. » Je ne savais vraiment encore rien, et je l'ai dit. Avec les informations transmises par des notes manuscrites, la coordination des efforts de sauvetage est devenue de plus en plus difficile. Les personnes dans un état critique ont été emmenées dans un hôpital militaire à proximité, tandis que les autres ont été transportés vers des établissements locaux. Cependant, il est vite apparu qu'ils ne pourraient pas faire face à l'afflux de victimes. La situation était particulièrement difficile pour ceux qui avaient besoin de soins spécialisés, dont beaucoup souffraient de brûlures. Alors que les hôpitaux se remplissaient, des ambulances et hélicoptères militaires ont transporté les patients vers divers établissements en Belgique, dont certains jusqu'à Bruxelles, à plus de 100 km. Le lendemain, les autorités craignaient que le nombre de morts ne dépasse la centaine. Tandis que les proches allaient d'hôpital en hôpital à la recherche de leurs proches, les autorités avaient toujours du mal à les retrouver. Plusieurs victimes avaient été brûlées au point d'être méconnaissables, rendant l'identification lente et douloureuse. Tandis que les autorités recherchaient les disparus, une autre question attirait aussi l'attention. Pourquoi l'un des pilotes de voltige les plus talentueux au monde s'était-il écrasé devant 50 000 spectateurs ? Les responsables ont immédiatement lancé une enquête et annulé tous les prochains meetings aériens sur les bases militaires. Leur première préoccupation était que le site avait enfreint les règles de sécurité. Cependant, en s'adressant aux médias, le maire a déclaré que, d'après les autorités, toutes les règles avaient été respectées. Il a également proposé une explication simple de l'accident. Bien que la cause immédiate semblait évidente, les enquêteurs devaient encore déterminer pourquoi Bilal avait perdu le contrôle. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs témoins ont affirmé avoir vu l'avion de Bilal dériver de façon inattendue pendant son enchaînement. Parmi eux, un policier participant aux opérations de secours, qui pensait qu'une rafale soudaine avait dévié la trajectoire de l'appareil quelques instants avant l'impact. Selon cette théorie, les enquêteurs ont alors focalisé leur attention sur l'appareil. Les Faucons jordaniens pilotaient des Walter Extra 300 à Ostende, un avion conçu pour une agilité extrême lors des acrobaties. Bien que sa conception légère le rende plus sensible aux rafales, ils n'ont trouvé aucune preuve que l'avion de Bilal ait subi une défaillance mécanique.
Ils ont également ajouté que le capitaine avait effectué plusieurs manœuvres complexes dans les mêmes conditions avant l'accident. En conséquence, les enquêteurs ont conclu que la météo avait peut-être influencé le point d'impact final de l'appareil, mais qu'elle ne pouvait pas expliquer entièrement la perte de contrôle. Ayant besoin d'approfondir l'enquête, les autorités ont examiné de près les décisions de Bilal dans le cockpit. Des spectateurs ont signalé que le commandant volait dangereusement près du sol lors de sa démonstration. Bien que cela ait pu être dû à un plafond nuageux bas, cela a alarmé les membres du public qui ont compris qu'il se trouvait directement dans la ligne de mire si quelque chose tournait mal. Compte tenu de la tempête, des experts ont estimé qu'un pilote expérimenté aurait peut-être adopté une approche plus prudente. Mais Bilal a choisi d'exécuter l'une des figures les plus techniquement exigeantes de l'acrobatie aérienne. Connue sous le nom de roulis tiré, la manœuvre nécessitait des ajustements constants des commandes pour maintenir l'avion sur sa trajectoire de vol prévue. Même par temps idéal, cela laissait à Bilal très peu de marge d'erreur. Avec des rafales imprévisibles affectant l'avion, ses chances de perdre le contrôle étaient grandement augmentées. Un autre problème concernait l'endroit où le commandant volait. Un pilote britannique de voltige reconnu, présent à la démonstration, a donné une évaluation sévère de son positionnement au-dessus de l'aérodrome. Il n'y a aucun doute que c'était bien au-dessus de la foule, ce qui est absolument interdit. Les lignes de démonstration, décalées par rapport à la ligne du public, sont conçues pour empêcher que cela ne se produise. C'était un homme expérimenté et il était complètement hors trajectoire. Je ne sais pas pourquoi. Nous ignorons sans doute pourquoi Bilal a volé si agressivement, mais si une rafale soudaine avait modifié sa trajectoire, les conséquences auraient été inquiétantes. Bien que la rafale ait pu le pousser directement dans la tente de la Croix-Rouge, il s'est écrasé à moins de 30 mètres des avions commerciaux et des camions-citernes transportant du carburant. Les mêmes vents auraient tout aussi bien pu le pousser vers les milliers de spectateurs massés le long de l'aérodrome, rendant son erreur de jugement encore plus choquante. La combinaison de ces facteurs a dressé un tableau alarmant pour les enquêteurs. Ils ont finalement conclu qu'une erreur de pilotage avait causé l'accident, mais déterminer qui serait tenu pour responsable s'est avéré bien plus compliqué. La bataille juridique qui a suivi a mis des années à aboutir. Pour les familles des victimes, ce retard était le pire des scénarios. Au-delà de leur chagrin, beaucoup s'occupèrent de proches souffrant de blessures qui ont changé leur vie, tandis que d'autres faisaient face à un grave traumatisme. Ce fardeau a fortement pesé sur les relations et les foyers, laissant certains dans la précarité. Mick Lafavor, le vendeur près de la tente de la Croix-Rouge, faisait partie de ceux qui ont eu du mal après la catastrophe. Tandis que survivants et proches endeuillés tentaient d'avancer, les procureurs faisaient face à leurs propres difficultés. Bien que les Faucons formaient l'équipe nationale d'acrobatie aérienne, ils n'étaient pas reconnus comme une entité juridique par le droit jordanien. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas être poursuivis en justice, ni faire l'objet de poursuites pénales. Ils ne pouvaient pas non plus poursuivre le capitaine Bilal, puisqu'il avait été tué dans l'accident. Écartant ces deux options, le tribunal s'est alors tourné vers les organisateurs belges ayant accueilli l'événement. Le directeur de vol et le coordinateur de la sécurité ont tous deux été examinés de près, mais le juge les a finalement innocentés en 2003. Il faudrait encore plusieurs années avant qu'un second procès ne déclare la région flamande de Belgique, l'aéroport d'Ostende et 3 compagnies d'assurance privées responsables des dommages. Ensemble, ils ont été condamnés à verser 700 000 € aux victimes et aux proches des défunts, soit moins de 9 000 € chacun. Bien que les procédures judiciaires soient terminées, la catastrophe n'a jamais vraiment quitté Ostende. Pour les survivants comme Mick, la vie quotidienne restait un combat, et les cicatrices psychologiques ont contribué à l'échec de son mariage. Malgré les demandes de relancer le spectacle, 1997 a marqué le dernier meeting aérien organisé à Austin. À la place, les survivants, les proches et les secouristes se réunissent chaque année pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie. La tragédie a blessé plus de 70 personnes et a coûté la vie à 10 autres sous. La plus jeune victime n'avait que 22 mois. Regardez cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci de laisser un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.